Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord donc au groupe Penser l'urbain par l'image d'avoir proposé et organisé ce 30e déjeuner jeunes chercheurs. Donc aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de pouvoir accueillir une jeune doctorante, hein. On va bientôt voir en fait qu'elle est presque en train de finaliser sa thèse. Donc Amandine Thury-Holken, qui est anthropologue et photographe. Les deux choses sont indissociables. Elle nous expliquera pourquoi. Elle nous propose en fait un déjeuner intitulé S'approprier ensemble les photographies dans une recherche dialogique. Donc cette photographie dialogique qui est au cœur de son travail, elle va nous expliquer exactement quels en sont les enjeux épistémologiques et aussi les enjeux méthodologiques. Et je pense que ça nous intéressera beaucoup. Donc c'est l'occasion de rappeler que dans le LABEX Futur Urbain, hein, depuis l'origine, il y a ce groupe Penser l'urbain par l'image qui travaille un peu autrement, avec d'autres types de corpus et surtout d'autres types de méthodes pour approcher en fait la ville, ses changements contemporains, ses enjeux sociaux, ses clivages, ses problèmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à transmettre. On sait que notamment dans les écoles d'architecture ou les écoles d'urbanisme, on est aujourd'hui à la recherche de nouveaux moyens, hein, d'enseignement et de recherche, de compréhension de la ville et de ses problèmes. Je pense en particulier à tout ce qui relève de la création photographique ou filmique. Et donc le groupe Penser l'urbain par l'image est devenu un expert de ces questions, mais aussi à quelque chose qui a été un peu laissé de côté au sein du LABEX, et c'est sans doute dommage, la création littéraire, hein, par le biais du théâtre ou de la poésie. Il y aurait sans doute des parallèles féconds à conduire ici. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Hortense pour qu'elle puisse présenter de manière plus approfondie Amandine et le déjeuner choisi. Merci Loïc. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui. Oui, Oui. D'accord. Je suis ravie d'introduire ce déjeuner jeunes chercheurs organisé aujourd'hui par Penser l'urbain par l'image. L'occasion de donner la parole à l'artiste et chercheuse Amandine Thury-Holken, dont la démarche fait largement écho aux travaux menés actuellement au sein du groupe. Pour rappel, donc, le collectif franco-allemand Penser l'urbain par l'image réunit depuis 2012 au sein du LABEX Futurs urbains des anthropologues, architectes, géographes, sociologues, urbanistes, qui sont également photographes et ou vidéastes et des artistes pour explorer de manière expérimentale des potentialités du film et de la photographie dans la recherche urbaine. Depuis 2016, nous menons un travail portant plus particulièrement sur les contre-regards documentaires et dont la troisième phase actuellement en cours vise plus particulièrement à interroger la fabrique des images et des imaginaires territoriaux dans des contextes d'intervention et de sensibilisation artistique auprès de populations marginalisées. Nous travaillons ainsi avec un groupe de femmes fréquentant la maison de quartier d'Ivry-Port avec lesquelles nous menons des marches photographiques dans différents lieux du Grand Paris. Ce travail réflexif et collaboratif est pour nous un moyen d'interroger notamment les enjeux liés aux pratiques de co-création avec des publics non professionnels dans une approche qui se situe au croisement des arts visuels et des sciences sociales. Et il se trouve que ces réflexions sont au cœur du travail d'Amandine, qui, après des études à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy en photographie, a poursuivi son cursus à l'Université de Strasbourg en anthropologie sociale et culturelle. Ses recherches universitaires ainsi que sa pratique portent sur la photographie documentaire, collaborative et dialogique. Elle nous en dira plus lors de sa présentation. Et elle finalise actuellement un doctorat en anthropologie sur cette même thématique, doctorat qu'elle soutiendra très prochainement. Et donc peut-être elle pourra aussi nous en parler. Pour dire quelques mots sur ses travaux photographiques, de 2012 à 2017, elle réalise un premier documentaire collaboratif avec des zonards rencontrés à Nancy.
Depuis 2017, préoccupée tant par des questions personnelles qu'éthiques, sociales et politiques, elle prolonge l'expérimentation de ces formes collaboratives de création en s'intéressant cette fois-ci au sujet de l'immigration syrienne en France avec le projet Alan Wassalan, dont il sera question aujourd'hui. En 2018, avec d'autres photographes, elle crée et organise le festival annuel Locomotion à Nancy, dédié aux formes expérimentales et indépendantes de la photographie et de la vidéo. Amandine réalise depuis 2010 des ateliers de photographie autour de l'information et des médias. Dans cette même lignée, elle a enseigné l'anthropologie visuelle à l'Université de Strasbourg, ainsi que l'analyse d'images et la médiation culturelle en information et communication à l'Université de Lorraine en tant qu'ATER. L'intervention qu'elle nous propose aujourd'hui s'intitule S'approprier ensemble les photographies dans une recherche dialogique, l'occasion de mieux comprendre le cheminement et les méthodes sollicitées pour travailler avec des personnes sujet des images. Je vais donc laisser la parole à Amandine pour une intervention d'une petite demi-heure, ce qui nous permettra d'avoir le temps, suite à cela, à pouvoir lui poser des questions qui, à mon avis, seront nombreuses. Merci Amandine, je te laisse la parole. Merci à vous et merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Alors, pas mal de choses ont déjà été dites dans la présentation. Donc, je fais vraiment des documentaires sur le long terme, entre 5 et 7 ans. Donc, Hortense vous a parlé de Zone 54 et aujourd'hui, je vous parlerai surtout d'Alan Wassalan, Bienvenue, qui est le projet que je mène depuis 2017 avec des personnes réfugiées syriennes. Hortense l'a dit aussi, j'ai un double parcours en art et en anthropologie. Et à mon sens, ma pratique est peut-être pas forcément évidente à classer parce qu'elle est vraiment entre les deux. Et j'ai plutôt choisi le cadre du documentaire d'Oscar parce que certains traits de ma démarche vont clairement du côté de l'anthropologie, surtout pour ce qui est de la méthode, avec l'observation participante, le terrain long, des entretiens non directifs. Mais il y a aussi tout un pan du côté de l'art, comme les lieux de diffusion, la recherche de nouvelles formes de récits ou encore la recherche de la scénographie, etc. Un autre point important dans ma démarche, c'est celle de collaboration, mais je préfère utiliser le terme de dialogie parce que je trouve que le terme de collaboration, à mon avis, il est un peu trop vague pour définir des pratiques aujourd'hui. Et le terme de dialogie, j'en parlerai un petit peu et on pourra en parler plus longuement après. C'est un terme qui est relativement restrictif et qui permet vraiment de définir des méthodes, des enjeux, etc. Et c'est en expérimentant des méthodes collaboratives en photographie que j'ai découvert l'intérêt méthodologique, heuristique et éthique de la dialogie. Et c'est pourquoi, depuis 2012, j'essaye de développer ce concept qui, à la base, est issu plutôt de la littérature et que j'essaye de développer de manière théorique en anthropologie et de manière pratique dans le cadre de mes documentaires. Alors, quelques mots sur la dialogie. Ça vient de Mikhail Bakhtin, qui est un linguiste, philosophe, un peu un homme à multiples casquettes, russe, et ça a été développé dans les années 1920. Donc, c'est déjà un vieux concept. Et il a développé pour parler des œuvres de Dostoïevski. Et Excusez-moi, ensuite, au fur et à mesure... excusez-moi, Oui. Amandine. Je crois que vous avez vous donnez l'impression de passer votre PowerPoint, mais nous, on ne le voit pas. Ah, c'est vrai que je l'ai oublié, mais alors je l'ai pas... Donc, il faut Alors, repartager l'écran et le remettre. c'est vrai. Alors, il se prépare, il arrive normalement. Voilà, vous le voyez? Donc la photographie, là, c'est... Oui, j'en reviendrai pas. Ça, c'est par exemple quand je parlais du travail de la scénographie. Donc ça, c'était la scénographie de Zone 54 où il y avait trois grands écrans qui vidéoprojetaient des photographies. Et sur les murs, il y avait toutes les photographies faites par les zonards. Et ensuite, donc voilà, j'en venais au concept de dialogie. Donc, créé pour Dostoïevski et ensuite étendu par Bakhtin d'une manière générale à la communication. Et les principales caractéristiques de la dialogie sont évidemment le dialogue, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'indépendance des personnages ou des personnes quand on est en ethnologie et indépendance des lecteurs-spectateurs.
C'est-à-dire que pour Bakhtin, l'autre est toujours à considérer comme indépendant, il est toujours considéré comme auteur de ses idées, et l'enjeu, c'est d'incorporer sa parole en tant que telle dans les récits. Une autre caractéristique importante de la dialogie, c'est l'idée que le documentaire, l'œuvre, va apporter des réponses qui sont non totalisantes, et amener un inachèvement du dialogue, et par là amener un discours polyphonique, c'est-à-dire de montrer différents points de vue ou différentes voix. Alors, j'insisterai pas là-dessus, mais on pourra en parler. C'est quelque chose qui se situe vraiment dans un entre-deux, entre quelque chose de plutôt du rationalisme et du relativisme. Mais dans la dialogie, Bakhtin, par exemple, critique ces deux mouvements et essaye plutôt de prendre un peu des deux. Et ce qui est très intéressant dans la dialogie, c'est que Bakhtin insiste sur le fait que pour lui, la dialogie, ce sont avant tout des procédés artistiques qui permettent de mettre en place les caractéristiques de dialogue, d'indépendance, de réponse non totalisante dans l'œuvre finale. Donc voilà pour l'introduction un petit peu sur la dialogie. Et j'aimerais revenir maintenant plus en détail sur ma méthode de travail et tout particulièrement sur la manière dont les photographies sont ancrées dans différents récits avec les personnes avec lesquelles je travaille, en prenant pour exemple Alan Wasselan Bienvenue, qui signifie phonétiquement en arabe et en français bienvenue. Donc, Alan Wassalam Bienvenue a été commencé à la fin de l'année 2016 et une première restitution est envisagée peut-être pour 2025. On va voir, on est en train de penser tout ça en ce moment. Et le documentaire raconte le quotidien de personnes syriennes qui sont arrivées en France après la révolution syrienne de 2011, qui s'est depuis transformée en guerre civile et qui a continué d'évoluer, comme vous le savez. Alors, dans ce projet, au départ, il y avait plusieurs familles et plusieurs personnes syriennes. Ensuite, je me suis liée vraiment de manière beaucoup plus étroite avec une famille. J'ai eu un peu moins le temps avec la fin de la thèse de continuer le terrain de manière constante. Donc, je me suis recentrée sur une famille et c'est surtout à partir des travaux que j'ai fait avec elle que je vais parler aujourd'hui. Donc, il y a Issam, qui est un banquier arrivé en France en 2017 et qui a été rejoint en 2018 par sa femme Latifa, qui est ingénieure, et deux de leurs enfants. Il y a Yara, qui avait commencé des études d'agronome et qui est aujourd'hui en école d'ingénieur, et Majid, qui était lycéen et qui aujourd'hui étudie en art du spectacle à l'université de Metz. Le fil conducteur de cette communication, ce sera les différentes étapes de construction de ce projet. J'essaierai de mettre en avant les différentes phases de dialogue qui ont existé et les méthodes qui ont été mises en place. J'aimerais voir trois points. Le premier, c'est l'acte photographique et non la photographie en elle-même, c'est-à-dire comment le fait de faire des photos est générateur de récits de soi. Le deuxième point, c'est la manipulation au sens d'expérimentation, de manipulation physique, et la fabrication des images pour créer le récit de soi. Et enfin, les différentes étapes qui ont permis la fabrication d'un récit cohérent et collectif. Alors, la première partie, on est dans l'acte photographique pour générer un récit de soi. Et j'aimerais aborder les premiers mois du documentaire en explicitant la manière dont, avant même de montrer les photographies, l'acte photographique a favorisé le récit de soi. Donc, j'ai rencontré Issam à la fin de l'année 2017 et très rapidement, on s'est vu 2 à 3 jours par semaine. Je l'accompagnais vraiment partout dans son quotidien. Ah, j'avais loupé une slide, pardon. Donc, je l'accompagnais vraiment partout dans son quotidien, dans l'hôtel dans lequel il vivait, qui est un hôtel réquisitionné à l'époque pour les réfugiés, en balade, faire des courses chez des amis, etc. C'est ce qu'on peut voir un peu sur les photographies ici. La méthode, c'était vraiment celle d'une observation immersive. Je pense pas qu'on puisse parler d'observation participante, qui est la méthode traditionnelle de l'ethnologie, parce que je ne pouvais pas vraiment me mettre à sa place. Je pouvais simplement partager une large partie de mon temps avec lui. J'ai commencé à faire des photographies quelques jours après notre rencontre, et c'était les premières photographies que je réalisais dans le documentaire, près d'1 an après le début du projet. C'était une période qui n'était pas évidente parce que je ne parlais pas arabe et lui parlait ni français ni anglais. Et du coup, le fait
de faire des photographies, c'était une excuse pour passer du temps ensemble. C'était une situation sociale acceptable pour essayer, tant bien que mal, de créer un récit qui nous soit commun, malgré notre absence de langue commune. Là, sur la photographie, là, ce qu'on peut voir, c'est les premiers temps où on parlait vraiment par traducteur interposé sur nos téléphones. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce projet, c'est que les photographies ont été réalisées en argentique jusqu'en 2019. Il fallait alors attendre plusieurs mois avant de pouvoir regarder les images. Le temps que j'ai assez de films, que je les envoie développer à Paris, que je les scanne, que je les imprime sous des tirages de lecture, etc. Donc pendant les premiers mois, c'est seulement l'acte photographique, le fait de faire des photos sans pouvoir les voir, qui a permis le récit de soi. C'est la prise de vue qui a créé le dialogue avec Issam. Et ces premières semaines avec lui, elles lui ont permis de s'habituer à ma présence et qu'il s'habitue à l'appareil photographique. Et de mon côté, ça m'a appris à me positionner en face de lui. D'une manière générale, mes photographies, elles sont rarement bonnes. Les premières que je fais, elles sont plutôt maladroites, elles sont distantes, justement le temps d'apprendre à me positionner. Je les utilise que rarement dans la suite du documentaire et elles me servent surtout à créer une relation autour de la photographie et elles ont avant tout un rôle de documentation et de journal de terrain. 3 mois après ma rencontre avec Issam, en février 2018, sa famille arrive de Syrie à Paris. Donc Issam me demande de venir avec lui pour pouvoir photographier le moment de ses retrouvailles. Il n'avait pas vu sa famille depuis 2 ans. Et je pense au photographe Gilles Saussier à son projet Studio Chakari Bazar quand il dit être devenu le photographe du quartier. Et là, l'idée, c'était un peu ça, c'était vraiment de l'accompagner pour pouvoir photographier sa famille et capturer ces moments importants. Et pendant les mois qui ont suivi, une fois que sa famille était arrivée, je continuais de la même manière. Je passais plusieurs jours par semaine avec eux et j'étais invitée avant tout en tant que photographe documentaire, comme une passeuse de culture. Le but, c'était de témoigner de la vie qu'ils construisaient ici et qui allait à rebours de l'image médiatique qui était véhiculée des personnes réfugiées syriennes. Pendant ce laps de temps, j'ai pu documenter beaucoup d'événements. Par exemple, ici, on voit une photographie pour la journée de lutte du droit des femmes et ils voulaient vraiment que je montre leur participation à ce combat parce qu'ils étaient actifs au sein d'une association qui défendait cette cause en Syrie. Il y a aussi des photographies qui montrent les visites d'amis ou de la famille qui sont souvent éparpillées aux quatre coins de l'Europe, où le but c'était de photographier des moments forts, mais aussi de montrer la séparation, l'amitié, etc. Et donc à chaque fois, ils m'appelaient pour que je puisse venir témoigner de ces moments-là. Il y a aussi toutes sortes d'activités du quotidien, comme là, Yara au bowling ou à la médiathèque. Et l'enjeu, en partageant avec moi leur quotidien et en me laissant vivre et photographier avec eux, ils m'offraient en quelque sorte leur récit. Et le but, c'était de pouvoir témoigner plus tard de ces moments. Ce partage du quotidien, il était possible parce qu'on avait des intérêts communs à la construction du projet. Par exemple, montrer une image différente des réfugiés syriens, en tout cas différente de l'image des médias, et tout a été co-construit. Mais avoir des intérêts communs au début d'un projet, en tout cas à mon avis, ça suffit pas à accepter ma présence. Et à ce stade, je pense que la sympathie, c'est quelque chose de primordial. Et on n'en parle pas forcément très souvent en ethnologie, mais les semaines, les mois qu'on a passés ensemble, ils ont aussi été possibles parce qu'on se faisait confiance et qu'on s'appréciait. Ainsi, dans un premier temps, c'est surtout l'acte photographique qui a permis une mise en scène de leur quotidien. Mais si l'acte photographique a permis de créer une ébauche du récit de soi pendant les premiers mois, ça ne suffit pas à avoir une vision complexe et globale de leur quotidien. Il y a un autre élément qui a été mis en place par la suite, qui était de regarder les photographies. On en arrive alors à notre deuxième partie, qui est faire naître le récit par les images. Quelques mois plus tard, donc je suis revenue avec les premières photographies que j'avais imprimées. Et lorsqu'elles ont été imprimées, je mets toujours 2 jeux de tirage dans mon sac à dos. Il y en a un pour moi, qu'on regarde, avec lequel on discute, et
Un qui sert pour que je puisse leur donner les photographies sur lesquelles ils sont dessus en plusieurs exemplaires. Je trie jamais ces photographies et j'imprime toujours l'intégralité des images qui ont été faites. J'ai dit tout à l'heure, pendant les premiers mois, l'acte photographique était le plus important que l'acte de regarder des images. Mais une fois qu'on a regardé, qu'on a commencé à regarder les images imprimées, dans un premier temps, celles-ci elles servent surtout à contrôler les photographies que je prenais d'eux, à vérifier que tout allait bien vis-à-vis de l'image qui était montrée d'eux. Dans un premier temps, montrer les images, ça servait avant tout à solidifier la confiance. Et de mon côté, quand on les regardait, j'essayais d'apporter un point de vue technique en parlant de la composition, de cadrage, de lumière, etc., pour les sensibiliser à la construction d'une image photographique. Tout ça dans l'idée, j'y reviendrai après, dans l'idée de pouvoir les amener à faire des photographies. Donc les sensibiliser à l'image. Et c'est que dans un deuxième temps, un peu plus d'une année, je pense, après le début du projet, que les images ont servi à apporter plus de réflexivité au projet en prenant l'habitude de parler des thématiques sur ou sous-exposées. En plus de renforcer progressivement leur confiance et leur investissement dans le projet, donner des photographies, c'est aussi d'autres avantages. Petit à petit, les photographies, elles ont pris place dans leur quotidien. Elles sont par exemple posées sur une table, dans un mur, dans un cadre, elles font office de décoration. Et elles ont permis aussi de créer un nouveau récit familial. Et ça, c'est d'autant plus important pour ce projet avec des personnes syriennes que beaucoup sont partis en laissant leurs souvenirs là-haut ou en ne pouvant que prendre que peu de photographies. Ainsi, doucement, à force de parler des photographies, de les montrer, de les donner, ma place, elle a lentement évolué. Et j'étais plus seulement l'anthropologue, mais aussi la photographe de la famille. J'étais invitée pour témoigner de leur quotidien, mais aussi pour témoigner de moments importants familiaux, comme la photographie qu'on peut voir ici, qui était l'anniversaire surprise de Latifa. Et si la photographie-là peut paraître anecdotique, je pense que ça demande quand même une certaine confiance. Il faut se dire que quelques secondes avant, la porte était fermée, elle ouvre, et la première chose qu'elle voit en dehors des 20 personnes qu'il y a derrière moi, c'est moi avec l'appareil photo, elle qui est seulement à quelques mètres. Donc, pour pouvoir faire ce type de photographie, ça demande, à mon avis, une certaine proximité. Et la relation continuant d'évoluer, il n'est pas rare que maintenant, il m'invite à prendre certaines photographies, comme par exemple toutes ces photographies de nourriture, de différents repas traditionnels, etc. Oui, On est passé ensuite à une troisième étape, qui est celle d'apprendre à faire des photographies. Mais pour créer un documentaire dialogique, montrer et donner les photographies, ça ne suffit pas. Et c'est important qu'ils puissent exprimer directement leur point de vue. C'est pourquoi cette étape a été mise en place de leur apprendre à faire des photos. J'ai commencé vers l'été 2018 et j'ai surtout appris à Yara et Majid à faire des photographies. Latifa et Sam, ils étaient assez peu intéressés. Ils préféraient s'investir par le dialogue et par la mise en place de projets. Depuis à peu près une dizaine d'années, je réalise des ateliers photo auprès de différents publics et d'une manière générale, pour apprendre à faire de la photo, je passe toujours par les mêmes étapes. D'abord, j'explique théoriquement le fonctionnement d'un appareil photo, surtout les réglages liés à la lumière, à la profondeur de champ. Et ensuite, je fais des exemples concrets. Par exemple, je prends une même photographie avec deux profondeurs de champ différentes. On fait quelques exercices théoriques, puis on passe à des exercices pratiques. Dans un premier temps, dans ces exercices pratiques, je leur demande de réaliser des photographies très spécifiques. Par exemple, une personne qui court en arrêtant le mouvement avec une faible profondeur de champ. Puis, on passe un moment libre pour qu'ils puissent expérimenter selon leur propre sensibilité. Leur apprendre à photographier en mode manuel, c'est quelque chose de très important pour qu'ils puissent réaliser les photographies au plus près de leur envie. J'aime bien prendre l'idée que un bon crayon ne suffit pas à faire un bon dessin. Et à mon avis, c'est la même chose pour l'appareil photo. Un bon appareil photo ne va pas suffire à faire une bonne image. Et pour qu'on puisse travailler avec le même matériel, suite à cette séance d'initiation, je leur ai donné un appareil argentique 24-36.
Par la suite, peut-être 2 ans après, je leur ai finalement donné un appareil numérique qui était à peu près équivalent à celui que j'avais, parce que l'argentique, ils trouvaient ça un peu trop complexe. Enfin, c'est une génération plus jeune que moi, donc ils appréciaient d'autant plus de voir les images numériques. Donc voilà, on a changé d'appareil pour être plus en adéquation avec leur envie. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les photographies qui ont été faites par eux, c'est par exemple lors d'un colloque il y a quelque temps, je discutais avec Yara pour savoir ce qu'on allait raconter et elle m'a confié ses motivations quant à ses premières photographies. Elle voulait pas du tout documenter son quotidien au même titre que moi. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment de photographier le monde en tant qu'artiste et de travailler son regard sur le monde. C'était vraiment son point de vue personnel qu'elle voulait mettre en avant et l'évolution de son regard, c'est quelque chose de très intéressant. Pendant cette discussion, elle m'a montré à quel point les photographies qu'elle avait réalisées étaient en adéquation avec son état d'esprit selon les différentes périodes qu'elle avait ressenties depuis son arrivée en France. Les premières photographies qu'on peut voir ici, elles portaient sur sa ville un regard de découverte. Ces photographies, elles me font un peu penser aux photographies de vacances. Et personnellement, je m'attendais à avoir un point de vue de réfugié syrien, et en fait, je me suis retrouvée avec le point de vue d'une apprentie photographe qui découvrait un nouveau pays, de nouveaux paysages, de nouvelles plantes, etc. Et leurs photographies, dans un premier temps, elles m'ont ainsi permis de me rendre compte des préjugés et des prénotions que je pouvais involontairement porter à leur égard. Son regard, il s'est ensuite porté vers le ciel, et elle m'a confié que ces images, elles montraient tout autant son désir de quête de liberté que le sentiment d'enfermement au sein d'un immeuble presque insalubre dans un quartier populaire au 8e étage. Donc ces photographies-là font vraiment partie des photographies, on va dire, de l'été et de l'automne 2018. Et petit à petit, elle a commencé à photographier le quotidien de sa famille dans l'appartement avant de montrer de nouvelles activités. Donc là, on est peut-être à la fin de l'année 2018-2019. Et à partir de 2019, elle a vraiment consacré ses photographies au moment festif avec sa famille et ses amis. Hélas, pour la première fois, beaucoup de photographies sont prises dehors. Et ce qu'on peut voir à travers toutes ces images, c'est vraiment que ces photographies portent la trace du changement de son regard sur le monde. Donc, après 2 ans à se voir régulièrement et à faire des photographies, on est passé à une troisième étape du projet, qui est se familiariser avec la mise en récit des images. C'est ce que j'ai appelé partager le récit de soi. À mon sens, apprendre à trier et à scénographier des images, c'est tout aussi important que de savoir faire de bonnes photographies. Donc, on a travaillé ensemble à une première restitution. Ça, j'en parlerai après. On a travaillé ensemble à une première restitution en 2019 où on a exposé des tirages de lecture à la Galerie du Cri des Lumières. Donc, pour cette exposition, on a travaillé pendant plusieurs soirées pour faire un tri thématique des photographies, puis on a sélectionné les différents éléments qu'on voulait montrer. On a opté pour une frise chronologique qui permettait d'avoir accès à 3 niveaux de lecture. La ligne du milieu, elle représente le quotidien de la famille et ça commence par des photographies en Syrie un peu avant leur départ, jusqu'en 2019 et c'est vraiment un ordre chronologique de leur quotidien. La ligne du dessus, elle était vraiment axée sur les moments sociaux, les retrouvailles avec les amis, les voyages, etc. Et la ligne du dessous, elle était à la fois sur la difficulté de l'apprentissage d'un nouveau langage, d'une nouvelle écriture, et sur les enjeux politiques de l'immigration syrienne. Pour ce projet en 2019, c'était la première fois qu'on revenait sur l'ensemble des photographies qui ont été réalisées. Et ça a permis d'avoir un regard beaucoup plus réflexif pour la suite du projet sur les photographies qui ont fait et qui seront faites. On a aussi fait en 2020 un portfolio avec Yara. Donc pendant le confinement, on a expérimenté le travail à distance. Où ce portfolio, il raconte son quotidien de son arrivée en France en février 2018 jusqu'au printemps 2020. Et en 2021, on a aussi réalisé une vidéo de 13 minutes sous forme d'un diaporama sonore qu'on a diffusé pour un colloque scientifique portant sur la représentation de la migration. Pour cette vidéo, on a travaillé ensemble près de 3 semaines
moi j'avais fait un premier montage que je leur ai soumis et ensuite on a réalisé de nouvelles photos, on a fait de nouveaux sons, de nouveaux témoignages pour faire un diaporama sonore qui soit au plus proche de leur envie. Et ces trois expériences, elles nous ont permis d'appréhender et d'apprivoiser petit à petit la masse des matériaux visuels et sonores qu'on a accumulés depuis 2017 et ça a permis de créer et d'expérimenter la mise en image des différents récits. Tout ça dans le but de faire un projet commun. Donc toutes les étapes dont j'ai parlé précédemment, c'est vraiment, elles viennent petit à petit pour essayer de passer du jeu au nous. Et cette étape, qui est très importante, elle a pris un nouveau tournant au début de l'année 2022, où on a postulé à une bourse d'aide à la création. Donc c'est un projet, un dossier qu'on a fait ensemble. Et pour ce projet, Latifa m'a proposé de réaliser elle-même toute une série de photographies en Syrie. Elle y était retournée pendant quelques semaines et d'interroger les personnes. Donc là, on voit des captures écran des discussions pendant qu'on discutait avec, on a un groupe avec sa famille pour pouvoir discuter tous ensemble. Donc ça a été une vraie avancée dans le projet où vraiment elle a pris un pan du documentaire qu'elle a fait toute seule, sans moi. Bien qu'évidemment, il y ait des discussions, mais d'autres choses qui ont changé aussi, c'est quand je suis avec eux, je prends plus mon appareil photo. J'utilise directement le leur et inversement. Donc il y a aujourd'hui vraiment une mise en commun du projet et lorsqu'on discute, il n'y a plus de différence entre mes photographies et les leurs. Ce qui compte, c'est ce que la photographie représente pour nous. Et l'investissement au sein du projet et dans la construction du récit de soi, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années et à travers différentes étapes qu'il a fallu amener petit à petit. L'enjeu d'un tel travail, ensuite, c'est avec la masse de documents qui sont accumulés, de trouver un moyen de créer des récits qui puissent montrer toute la complexité des situations. Le but, c'est d'expérimenter différentes formes de monstration pour créer un récit polyphonique qui puisse montrer différents points de vue. Avec toutes les données accumulées, la tâche, elle est assez énorme, puisqu'on est à peu près à 6 ans de photographie, et on réfléchit depuis un peu plus d'un an à la finalisation du documentaire, et on a quelques pistes qui, je pense, seront intéressantes. Et les différentes étapes que je viens de citer, elles nous ont permis d'avoir des pistes quant au choix des thématiques à montrer et à la scénographie qu'on veut mettre en place pour le projet final. Et pour conclure, donc, rappelez que dans ce type de projet, les photographies, elles ont vraiment différents rôles et elles sont ancrées dans différents récits. Elles servent à la fois dans les albums de famille, elles servent dans les portfolios, dans les expositions, elles servent à discuter, à faire des appels à projets, etc. Et à force d'être vues, d'être regardées, d'être discutées, d'être montrées, les photographies, à chaque fois, acquièrent un peu plus de complexité. Et toute cette manière de travailler et de retravailler les photographies, elles permettent de se les réapproprier de manière personnelle et professionnelle. Et avant de conclure, j'aimerais revenir un tout petit peu sur la méthode et préciser que c'est une méthode qui nécessite énormément de discussion. J'ai envie de dire presque anormalement, tout le temps. Je passe beaucoup de temps à clarifier et à expliquer le projet. Aujourd'hui encore, même avec cette famille avec laquelle je travaille régulièrement, je continue de montrer et de donner les photographies, de prendre à chaque fois le temps de discuter autour de celles-ci et de les trier avec eux. Et pour chaque projet, sans exception, on réfléchit ensemble aux thématiques et aux récits qu'on aimerait aborder. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'adaptation, de tâtonnement, de doute, de remise en question et parfois aussi de tension qu'il faut prendre à bras le corps. Et peut-être un dernier mot sur ma position, qui est que toute cette approche et cette méthode, elles sont réalisées dans le but de montrer différents points de vue. C'est vraiment quelque chose de central. Et cette manière de faire, qui fait partie de la méthodologie de Bakhtin, elle permet, à mon avis, une responsabilisation de l'autre qui, tout en menant une recherche qui mêle éthique, politique et connaissance, dans le but, pour reprendre les mots du philosophe Jacques Rancière, et je finirai là-dessus, dans le but de pouvoir aller vers un partage du sensible. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Je laisse la parole tout de suite à Laetitia qui a accepté d'ouvrir le débat et de faire la modération.
Oui, merci beaucoup, Amandine, Merci à vous. d'avoir partagé, là, pour le coup, cette expérience. Enfin, je vais, je, je laisse le temps peut-être aux personnes qui sont là de reprendre un peu leur esprit pour poser des questions, mais je trouve ce qui est vraiment très, très impressionnant, ce qui résonnait avec et à la fois les travaux en anthropologie sur l'immigration et notre travail aussi au sein de Penser l'urbain par l'image. Enfin, ce qui est vraiment impressionnant dans ce qui est présenté là, je trouve, c'est la question de la temporalité, du temps long, de l'engagement, de la reprise. Enfin de ces différentes étapes en fait que vous nous racontez et ces enjeux voilà, qui sont à la fois politiques, de connaissances et éthiques, je trouve qu'ils se rejouent aussi dans cette temporalité parce que là, cette famille syrienne, sur ces thématiques des migrations, la présence aussi sur le territoire de ces personnes n'est jamais acquise, n'est jamais, enfin, elle reste toujours incertaine. Donc, le fait aussi de développer ces projets sur le temps long et de le revendiquer aussi dans cette dimension politique, je trouvais que c'était vraiment intéressant. J'avais des petites questions de curiosité et pour aller plus loin, quand vous racontez très bien en fait le travail fait donc dans la deuxième étape d'apprendre en fait à faire des photos, il y a un moment donné, je me suis demandé finalement si est-ce que Yara, elle devient pas à un moment donné la nouvelle photographe de la famille donc, dans ce travail aussi d'appropriation de ces compétences. Et puis, j'avais peut-être une deuxième question sur le groupe WhatsApp et la place, en fait, que ça pouvait avoir, justement. Est-ce que c'est pas un formidable outil dialogique au sens où tout le monde peut l'avoir sur son téléphone, on peut s'échanger plein de contenus, c'est inachevé justement, c'est pas un outil totalisant. Et la place, alors là vous racontez la place que ça a eu dans la préparation de l'exposition, mais est-ce que vous allez utiliser éventuellement ces contenus d'échange WhatsApp euh, comme un élément d'une future exposition ou qui reprendrait place en fait dans le récit, qui serait repris, retravaillé? Merci pour les questions. Alors, pour commencer par la première, Yara, clairement, elle devient la nouvelle photographe de la famille. Et par exemple, j'ai eu encore un message hier où ça m'a fait plaisir, où ça faisait quelques temps qu'elle n'avait pas fait d'images. Moi, vraiment, cette dernière année, je les ai très peu vues. Et ben, je rebondirai sur WhatsApp après avec la finalisation de la thèse. Voilà, j'ai pas arrêté et j'avais du mal à avoir l'esprit disponible. Donc, même quand je les voyais, c'était plus de l'ordre de la rencontre, mais on n'avançait pas sur le projet, c'était du maintien de lien. Et Yara, vraiment, elle est énormément investie et c'est pour ça qu'on fait les projets ensemble et elle est devenue, oui, la nouvelle photographe de la famille, mais même son regard va plus loin parce qu'elle vraiment, elle affirme depuis le début vouloir un regard artistique. Et ce que je trouve très intéressant parce que pour moi, ce qui compte, c'est la documentation. Donc au début, quand elle m'a dit qu'elle voulait un regard artistique, j'étais, ah bon, t'es sûre? Enfin, en même temps, voilà, tu fais ce que tu veux et au final, son regard artistique, il est très intéressant. Donc, elle devient photographe de la famille, mais pas que. Dans ses photographies, là, je n'en ai pas montré, mais il y a plein d'essais sur la lumière aussi. Enfin, il y a vraiment différentes choses. Et pour WhatsApp, euh, du coup, WhatsApp était très utile pendant toutes les périodes de fin de thèse où j'étais très occupée, où ça a permis de maintenir un contact régulier, où on pouvait s'écrire, se donner des nouvelles. Ça, c'était vraiment très bien. Ça permet de rester un tout petit peu sur le terrain. Et est-ce que c'est l'outil dialogique par excellence? Je sais pas, parce que ça reste un outil de discussion. Donc, au final, que ce soit la rencontre, j'ai envie de dire des signaux de fumée ou qu'importe, ce qui compte, c'est de pouvoir échanger. WhatsApp ou autre chose, pas forcément. Et je pense même qu'il pourrait y avoir des outils plus adaptés parce que WhatsApp, on est dans un temps chronologique. Donc, si on veut revenir à ce qui a mis des mois, etc., peut-être que Discord serait mieux dans ce cas. Mais bon, tout le monde n'est pas prêt à utiliser Discord. Et pour l'utiliser dans les expositions, j'ai pas forcément pensé à utiliser WhatsApp. C'est possible qu'il y ait une ou deux captures écran. Mais par contre, dans cette idée,
il y a une histoire qu'on aimerait beaucoup raconter avec Yara et Oumam, qui est son petit ami, mais qu'elle avait déjà en Syrie, donc avant 2018. Oumam est resté plusieurs mois en Syrie, et ensuite il a pu partir, mais seulement en Allemagne. Donc il se voit quelques jours par an seulement, pendant 2 ou 3 ans, je crois, ils n'ont pas pu se voir. Et on a vraiment envie, pour l'exposition finale, de faire une sorte de roman SMS où j'imagine pour l'exposition, pour qu'ils puissent avoir un téléphone portable et on puisse lire comme ça leur histoire. Et là, on utiliserait WhatsApp, mais en fait, tous les moyens de communication que eux ont eu à distance pour refaire par-dessus une œuvre qui raconterait leur histoire, les événements en Syrie, etc. D'accord, merci. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Hortense, est-ce que tu veux commencer? Et puis ensuite, Reinhard Gressel. Je crois que Reynard a levé la main avant Ah, moi. je n'ai pas vu l'ordre. Donc, Reinhard, Oui, merci pour cet exposé que je trouve particulièrement intéressant parce que justement, je suis quelqu'un qui n'utilise pas ou très très peu et d'une façon extrêmement maladroite la documentation photographique. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois dire la documentation photographique. Mais la question en fait est qu'est-ce que vous bon comment vous procédez avec des commentaires sur les images? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous donnez des explications? Parce que bon, ça donnera peut-être lieu à une discussion, mais j'ai très souvent, en tout cas dans mon cas, l'impression que uniquement montrer les images, ben, ça ne permet pas réellement de comprendre ou d'une façon extrêmement partielle la situation ou ce qui se trouve sur l'image. Alors quelque chose dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que dans tous mes documentaires, il y a aussi du son. Que ce soit des témoignages ou juste j'enregistre du son du quotidien. Par exemple, quand on apprend le français ou l'arabe, quand ils discutent entre eux, ou on fait des débats que je vais enregistrer, quand ils préparent des concours. Enfin voilà, j'ai vraiment du son du quotidien qui permet d'agrémenter ça. Et alors, personnellement, moi, j'utilise pas du tout une image, une légende, parce que je trouve que c'est pas comme ça que je pense l'image. C'est possible qu'il y ait du texte. En ce moment, je réfléchis beaucoup aux choses de réalité augmentée, par exemple, des choses comme ça, où il y a une image, mais si on veut en savoir plus, peut-être qu'il peut y avoir du texte si on met son téléphone dessus, enfin, différents systèmes. Mais moi, je crois surtout que les images, elles ont du sens à partir du moment où on les met en série. Comme ce que j'ai montré tout à l'heure à Lunéville, où il y a vraiment une frise chronologique, et ça, c'est une forme très très simple d'exposition. Ça peut être beaucoup plus complexifié. En dessous, on a l'apprentissage de la langue, et comme ça, on peut créer des blocs qui les images les unes à côté des autres, les unes en face des autres, la taille des images. À mon avis, ça permet déjà de raconter beaucoup de choses, plus le son. Je pense pas que ça suffit. Le texte a toujours des choses à apporter, mais en tout cas, je pense pas du tout le texte comme légende en dessous des images. Le texte, il peut venir comme une autre œuvre à côté d'une image, par exemple, des choses comme ça. Et à mon avis, là où je vous rejoins, c'est que l'enjeu, c'est pas de se limiter à la photographie ou à un média, mais en fait de trouver tous les moyens possibles qui puissent apporter du sens. merci. Hortense? Oui, merci Amandine pour ton intervention passionnante. Alors moi j'ai une question que je me pose aussi à moi-même qui est commune aux travaux qui donnent lieu à enfin, qui sont fondés sur des co-créations. C'est la question de l'autorialité, c'est-à-dire cette Yara, c'est ça, cette Oui. personne qui est la personne qui est la plus investie au sein de la famille dans ce projet photo. Comment tu gères le partage lorsque tu sollicites une bourse de création? Est-ce que vous êtes co-autrice et donc il y a clairement un partage des droits d'auteur qui vont être versés à cette occasion lors des expositions ou des aides que tu vas pouvoir percevoir? Et
et de ce fait, est-ce que les enjeux, enfin, c'est quoi l'enjeu pour elles ou pour eux de faire ce travail avec toi? Parce que toi, tu as un enjeu, c'est un sujet que tu fais dans un contexte de recherche, un contexte de création. Tu as aussi un engagement, hein, politique, éthique, moral, mais euh, comment leur position n'est pas la même. Il n'y a pas, à moins que Yara souhaite devenir artiste. Donc, tu travailles quand même avec des non-professionnels. Donc, comment tu gères ces différentes positions pour que chacune s'y retrouve? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire financièrement? Si, bah, par exemple, tu as un financement aussi scientifique, enfin, tu as un poste l'année prochaine, comment tu gères ça? Alors ça, c'est des questions compliquées et je pense qu'il faut, j'en parle un tout petit peu dans la thèse, enfin j'en parle en disant ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des choses qu'il faut réussir à réfléchir. Pour le moment, ce que je fais, déjà, je vends pas mes photographies, tout ça. Donc tous les sous que j'ai servent uniquement à construire le projet. D'une manière générale, pour les documentaires, je prends pas moi de sous personnellement. C'est vraiment des sous qui permettent de financer le projet. Donc, j'ai un compte à part qui permet ça. Et par exemple, pour la bourse d'aide à la création qu'on a eue avec Latifa, on s'est dit qu'il y avait, je crois que c'était 2 000 euros. Donc, par exemple, je lui ai donné peut-être 700 euros. J'ai pris 700 euros et le reste est allé sur le compte du documentaire pour financer le projet, en enlevant les taxes. Ça, c'est tout l'enjeu. On a fait une exposition à la mairie aussi de Nancy. Ben, en ce moment, il y a Zone 54 qui est exposée à la mairie. Et pour les sous, du coup, j'ai partagé entre un tiers moi, un tiers Amy, qui pareil était une personne très investie, qui m'a aidé à l'installation, etc. Donc, on a pensé cette exposition ensemble. Donc, pour moi, on a passé le même temps à travailler dessus. Donc, ce que je fais, mais qui n'est pas légal, c'est que du coup, je prends tous les sous moi, j'enlève les taxes que l'URSSAF va me prendre. Et à partir de ça, je divise par le nombre de personnes à répartir. Mais voilà, c'est pas légal, mais en même temps, par exemple, demander à des zonards SDF de faire un compte à l'URSSAF, c'est mort, c'est impensable. Et pareil pour des personnes réfugiées syriennes qui ont déjà des soucis, sachant que même si leur donner les sous, ça leur enlève les peu d'aides qu'ils ont, ça n'a aucun souci, donc on est obligé de faire du black entre quelque sorte. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et pour les enjeux de ce travail, c'est vrai ils ont pas tout à fait le même, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pourrais pas dire qu'il y a un enjeu eux, moi non plus. L'enjeu, il est assez personnel. Pour moi, ben voilà, c'est voilà, un enjeu politique. C'est aussi, je suis très curieuse, j'ai envie d'en apprendre plus sur eux. Euh, si je pense à Yara, je pense qu'il y a vraiment l'idée de... C'est quelqu'un qui s'investit dans beaucoup de projets, beaucoup d'assauts. Donc, elle voit ça, je pense, comme un moyen d'émancipation, puis de se faire plaisir, d'être active, etc. Je pense que Issam, il le fait à la fois parce que c'est important de parler de cette cause-là, parce qu'il y a quand même des souffrances et j'ai vu leurs conditions. Je peux pas dire que leurs conditions soient dégradées, mais disons leurs conditions morales se dégrader parce qu'ils arrivent avec plein d'idées, des diplômes, ils ont envie de faire d'autres choses et pendant des années, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils ont des difficultés à trouver du travail, donc moralement, c'est dur. Donc, je pense que l'idée de rappeler pour Latifa, il y a ça aussi, de, de participer à ce projet pour montrer que ce sont des êtres humains. Enfin, en fait, c'est la... c'est assez général, mais je crois qu'il y a cette envie-là, pas forcément, pas nécessairement de défendre la cause syrienne. Par contre, ils ont envie de, voilà, de partager leur quotidien pour être compris, de partager leur culture aussi, parce qu'il y a quand même, je trouve, pas mal de discrimination en France envers les personnes musulmanes, tout ça. Alors, elles le sont même pas, mais elles sont assimilées comme telles. Et du coup, juste de parler de la culture syrienne, des repas et de pouvoir partager ça, en fait, pour pouvoir s'ouvrir au monde et au public français, je pense que c'est plutôt ça l'intérêt qu'ils trouvent dans
dans le projet. Je sais pas si ça répond à peu près. Si, juste, ça veut dire que les projets ils sont co-signés, leur nom est indiqué, ou c'est ton projet en partenariat avec ces Eh personnes-là. ben, ça, on n'y a pas réfléchi encore parce que du coup, il n'y a pas l'exposition finale. On l'a pas faite. Mais ça, c'est une vraie question et qui, à mon sens, est une question, moi personnellement, je préfère qu'il y ait tous les noms. Mais parfois, c'est les graphistes qui veulent pas. Graphistes de la mairie ou tout ça, qui veulent pas mettre différents noms et ça peut être aussi bête que ça, où il faut se batailler contre ça. Donc ça, c'est une vraie question que je me pose, c'est par exemple, est-ce que ça vaut le coup de faire un collectif? Mais par exemple, faire un collectif pour chaque projet, ça veut dire qu'on repart de zéro pour la communication. C'est-à-dire le fait que ce soit moi, les gens connaissent à peu près ma démarche, tout ça, donc ça permet d'exposer. Tandis que si on a un nom de collectif que personne ne connaît, je pense que c'est plus difficile d'exposer. Donc ça, c'est une vraie question qu'on a en ce moment que j'ai pas résolue. Et si vous avez des idées, ce serait avec plaisir parce que j'ai encore quelques mois pour y penser, mais c'est une vraie question, d'autant plus que c'est des projets où en général il y a une dizaine de personnes. Donc si on serait deux, trois, c'est jamais difficile pour la communication, tout ça, d'être plusieurs. Mais de mettre 10, 20 noms, bah, tu as pu le voir avec le projet Esperem. Tout de suite, c'est plus difficile qu'on fait avec 10 projets. Merci. Loïc et puis ensuite Alexa. Oui, merci. Donc, merci, c'était très clair et très intéressant sous l'angle méthodologique. Moi, j'ai deux questions. La première est assez triviale, en fait. Comment vous faites pour gérer les autres pratiques photographiques des adolescents, notamment Diara et notamment le téléphone portable, Instagram, qui compte quand même aujourd'hui beaucoup. Il y a une culture visuelle des adolescents et adolescentes qui est très importante. Donc, comment vous faites? Est-ce que c'est concurrent? Est-ce que vous intégrez ou pas ce type de photographie. Et la deuxième question est peut-être un peu plus compliquée. Comment est-ce qu'on passe d'une démarche comme la vôtre sur la longue durée à une thèse? C'est-à-dire comment en fait vous intégrez tout ce matériel dans un doctorat en anthropologie? Qu'est-ce que ça suppose comme déplacement et comme écriture, comme passage à l'écrit, puisque la thèse suppose quand même s'il y a un appareil documentaire important, elle suppose quand même un passage à l'écrit. Alors, pour les autres pratiques, moi, je trouve ça très intéressant d'inclure toutes sortes de choses, que ce soit Instagram, des vieilles photos qu'ils ont, tout ça. Et ça, en général, on fait le tri ben, à chaque fois qu'on essaye, quand on a fait l'expo en 2019, le colloque, etc. Donc, à chaque fois, on essaye de trier un peu tout ce qu'il y a et chacun vient avec ce qu'il veut. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que le travail du tri, il doit être régulier et que des fois, on va faire des toutes petites expos qui n'ont pas vraiment d'enjeu ni financier, ni d'avoir beaucoup de public, mais c'est simplement, en fait, pour avancer dans le tri des données ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive, et si on arrive après 7 ans avec tout d'un coup, la masse, elle est trop grande, pour pouvoir faire quelque chose. Et comment passer de ça à une thèse? Ça a été assez difficile, sachant que ma thèse ne porte pas sur ce projet-là, mais sur le projet que j'ai fait avant avec les Honards. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un projet fini. Et je voulais absolument pas mêler le temps long du documentaire à celui de la thèse, parce que j'avais pas envie qu'il y ait des enjeux et de pression dans le projet. Pour la thèse, dans un premier temps, je voulais aussi pas du tout écrire à propos de ma pratique. Je voulais simplement écrire sur la photographie documentaire dialogique, parler de mes méthodes, mais aussi parler de la méthode d'autres photographes. Mais on m'a rappelé que c'était une thèse en ethnologie et que du coup, il fallait parler d'un terrain. Donc, j'ai choisi le terrain de zone 54. Et ça a été assez difficile. Je pourrais pas redire les mots exacts, mais enfin, la thèse commence en paraphrasant Lévi-Strauss qui dit «Je hais les voyages et les explorateurs». Et moi, je commence par «Je hais écrire sur les autres». Donc, il y avait un vrai enjeu là-dessus. Et pour moi, l'enjeu, il a surtout été que montrer des personnes en travaillant avec, c'est pas du tout la même chose qu'écrire sur des personnes. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu pour la première partie de la thèse qui est sur zone 54, une approche un peu en biais où la première approche est comparative par rapport à d'autres écrits.
La deuxième, c'est le journal de terrain. Donc, je raconte vraiment au jour le jour avec les photographies, comment ça s'est passé. Et la troisième étape, c'est une analyse des données visuelles. Donc, combien il y a de photos de squat, qu'est-ce que ça montre, etc. Quelles sont les données brutes, quelles sont les données avec lesquelles on a fait les expositions. Et cette manière de faire, je pense que ça a permis de parler du monde de la zone, mais sans être trop catégoriel, tout en donnant autant d'informations que si ça l'était. En tout cas, c'est ça l'angle que j'essayais d'avoir pour essayer d'avoir une approche qui soit à la fois très visuelle et qui soit liée à ma pratique de la photographie par l'écriture. Je sais pas si ça répond à peu près à... Oui, oui, très bien, c'est très très utile, oui. Merci. Alexa? En fait, c'était la même question que Loïc a posée sur les autres pratiques visuelles et, des gens. Donc, merci pour la réponse. Mais visuel ou sonore d'ailleurs, hein, c'est vraiment, je me définis toujours par photographe parce que c'est vrai que c'est le médium par lequel je pense, mais il peut très bien y avoir dans une exposition des dessins, du son, de la nourriture, qu'importe. Enfin, là-dessus, je suis pas du tout arrêtée. Est-ce qu'il y Ly- a d'autres questions? Lydia, je crois. Oui, bonjour. Vous m'entendez Bonjour. bien? Je ne Très sais pas bien. si je... Ah, super. Bon, merci beaucoup Amandine, merci beaucoup pour ce projet de déjeuner chercheurs-chercheuses. C'était passionnant et moi, ce que j'ai... alors, c'est une question et je ne sais pas... j'ai l'impression que ce concept de dialogie, tu as réussi finalement à le... Tu as très bien montré toutes les ramifications qu'il avait, comment finalement il t'a aidé aussi à nourrir une méthodologie que tu nous as très bien présentée en 3 temps, en 3 actes. Et moi, je me demandais, mais avec ce type de projet de création dialogique, moi j'utilise le terme de partager, mais c'est peut-être trop vaste, c'est vrai que c'est peut-être plus juste de travailler ce concept de dialogie. Quand c'est que, enfin, à quel moment tu penses qu'il sera terminé en fait? Est-ce que même après la restitution, il peut y avoir d'autres parce que finalement, j'ai l'impression que la dialogie, il y a quelque chose aussi en travaillant l'idée de polyphonie, Mm. ça se démultiplie. Donc finalement, un tel projet, à quel moment il s'arrête? Est-ce que voilà, est-ce que tu as tu t'anticipes une prochaine fin ou pas forcément? Voilà. Merci pour ta question. Et je pense que tu as vu juste dans le sens où ça sera jamais fini. D'ailleurs, par exemple, pour Zone 54, là, on va reprendre. Ça fait donc le terrain avait commencé en 2012 jusqu'en 2017. On a gardé des liens depuis. Et là, avec la fin de la thèse, les expos qui ont repris, tout ça, on a repris lien avec la plupart des honneurs de l'époque. Et là, on aimerait continuer. Parce qu'on se dit que voilà, il y a des nouvelles choses à faire 10 ans après. Par contre, quelque chose que j'avais pas anticipé à l'époque et qui pour moi est très important pour ce projet-là, Zone 54, donc je vous ai mis une capture d'écran tout à l'heure. Une des expositions, il y a eu différentes formes, c'était 3 grands écrans où mes photographies étaient vidéo projetées dans une boucle synchrone et leurs photos étaient sur les murs. Et moi, c'est ma forme préférée et en même temps, elle permet pas du tout de s'ajuster. Elle est comme ça et si je devais rajouter des photos, ça serait tout repensé, donc c'est un travail énorme. Et quelque chose que j'ai pris en compte pour le projet Alan Wassalan Bienvenue, c'est justement de trouver des formes d'exposition qui puissent être malléables avec le temps. Et finalement, j'envisage plus les choses en créant plusieurs petites pièces, comme un faux journal qui raconte des infos, un téléphone portable où on peut fouiller dedans, un album de famille qui serait pas forcément rempli, par exemple, et oui, qui puisse s'agrémenter avec le temps. Et j'aimerais beaucoup, en tout cas, réfléchir ouais, à des formes qui puissent continuer plus loin, puisqu'à un moment donné, l'enjeu, c'est que le travail m'appartient, mais si jamais eux ont envie de continuer ou s'il se passe quelque chose, c'est qu'on puisse facilement rajouter ces pièces-là dans des choses existantes. Donc, je suis en train d'y penser à des formes qui, justement, comme tu l'as dit, elles peuvent, des formes qui puissent être inachevables. Et dans cette même idée,
je vais de plus en plus vers des formes qui sont pas très chères et faciles à transporter, qu'on puisse mettre n'importe où, etc. Ça, c'est vraiment pour moi l'idéal d'une exposition, c'est qu'on puisse y aller avec tout sous le bras à pied. Peut-être pas, j'ai pas le permis, ça aide, mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'elle puisse facilement être modulable et que ça demande pas 6 mois pour avoir une nouvelle pièce, etc. Mais qu'il soit de qualité aussi, évidemment. Super, et merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on va arriver à la fin là, de ce déjeuner. Donc, je voulais vous remercier beaucoup, Amandine, hein, pour ce que vous nous avez présenté. C'était très, très instructif et en même temps très clair, très posé. C'est très encourageant, je pense, pour la soutenance de votre thèse dans quelques jours. Un grand merci au groupe Pensée l'urbain par l'image. Je voulais aussi signaler au groupe que, avec Laura Bourriez ici présente, on a rencontré il y a quelques semaines une agence d'urbanisme à Paris qui s'appelle 360, que certains et certaines d'entre vous connaissent sans doute, qui nous a dit être assez intéressé par éventuellement une exposition à l'automne qui pourrait venir d'une partie du groupe Pensée l'urbain par l'image. Et donc, ils ont l'habitude de prêter leurs locaux et d'organiser en fait des rencontres débats autour des photographies. Et ils nous ont dit être de plus en plus intéressés par la manière dont on pouvait utiliser la photographie en urbanisme et notamment pour des projets urbains. Donc, si ça vous intéresse, on peut jouer les go-between, hein, puisque à l'automne en fait 2024, ça sera la fin du LABEX et que ça pourrait être aussi l'occasion de montrer quelque chose en dehors du format traditionnel des colloques, comme ce qu'on fera. Donc, merci encore à tous et à toutes. Bon après-midi. Le prochain déjeuner, le 31e, aura lieu le lundi 25 mars prochain. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et au Bonne revoir. journée. Merci. Merci, Amandine. Merci, au revoir. Merci à vous. Loïc, Oui, juste, c'est l'agence, ils sont avenue Reil, dans un tiers-lieu, c'est pas ça? oui, oui, tout à fait, oui. Oui, Oui, oui. oui, c'est ça, t'as rencontré François Laurent Touzin ou Absolument. ouais, ouais. Absolument. Oui, Voilà. oui, je le connais, j'ai déjà travaillé avec lui, ils sont vraiment, c'est vraiment des gars super en fait. Oui, oui, ça nous a semblé vraiment très, très stimulant. Donc, à suivre avec vous. Ok, ça marche, ben, super. Merci Loïc. Au revoir. Au revoir, à bientôt.